Monsieur Renaud Girard, cher ami, la parole est à vous. Je voulais d'abord vous dire que je suis très honoré d'être là et de remercier Mézery de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir pu vous entendre, monsieur le professeur, d'avoir pu entendre mon ami Hervé de Charette, qui a toujours une vision extrêmement claire de la diplomatie. Je le sais d'autant plus que nous sommes ensemble dans un petit club de 20 personnes qui s'appelle le Club des 20, qui réfléchissons ensemble périodiquement aux grands enjeux diplomatiques du moment. Alors moi, on m'a demandé de parler du retour du fait national au Moyen-Orient. Et j'ai remarqué effectivement qu'avec les printemps arabes, c'était il y a 7 ans maintenant, qui furent des révolutions politiques, mais des révolutions politiques, je dirais, exponentiellement accentuées par la révolution numérique, les populations du Moyen-Orient ont été en fait submergées par 2 vagues idéologiques d'une force sans précédent. La première vague, ça a été la vague de l'idéologie démocratique. Vous vous souvenez, ce sont les blogueurs de la place Tahrir en janvier 2011 qui ont été précédés un peu par la révolution à Tunis. Et là, effectivement, avec une certaine, peut-être une certaine naïveté qu'a souligné notre ami Mézery et aussi le ministre de Charette, on a cru qu'il allait y avoir une démocratisation rapide du Moyen-Orient, alors que dans un pays comme la France, si vous voulez, il a fallu 80 ans entre 1789 et l'installation de la République en France dans les esprits qui est 1873, eh bien ça fait exactement 84 ans. Et on n'a pas du tout vu venir, enfin, sauf quelques spécialistes ou quelques reporters aguerris, parce qu'il suffisait de voir les images au Caire, on n'a pas vu venir la deuxième vague. Il y a eu un premier tsunami, mais on a eu un deuxième, c'était l'idéologie islamiste. Ce sont ces frères musulmans que nous avons vus prier sur les ponts du Caire, les ponts au-dessus du Nil, une semaine après le début de la contestation ouverte du régime du président Moubarak. Et nous avons assisté ensuite, en fait, à un grand affrontement entre ces 2 idéologies. On a vu cet affrontement en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie. Ce fut un affrontement entre des forces libérales, des forces favorables aux droits écrits par les hommes, favorables à l'état de droit, favorables à la démocratie à l'occidentale, et d'autre part, des forces favorables aux droits écrits par Dieu. Seul Dieu peut donner la loi. C'est évidemment la charia, chère aux frères musulmans. Eh bien, on peut dire, 7 ans après ces printemps arabes, que ni cette idéologie démocratique des blogueurs de la place Tahrir, ni cette idéologie islamiste n'a gagné. Aucune des 2 n'a gagné. Qui a alors? Mais on peut dire qu'on assiste quand même indiscutablement au retour du fait national
au retour des États-nations dans le Moyen-Orient. Si on prend l'Égypte, c'est évident que l'autorité de l'État a été rétablie par l'armée, et l'Égypte aujourd'hui est en état de protéger ses intérêts de souverain qu'elle a toujours eu à cœur de défendre, puisque l'Égypte est évidemment une des plus anciennes nations du Moyen-Orient, et on le voit notamment dans la politique en Libye. Son soutien, Benghazi au général Haïder, et le fait qu'aujourd'hui, personne ne songe, et en tout cas pas la France, à imposer une solution politique en Libye sans avoir obtenu l'approbation ou une sorte de consensus avec l'Égypte. Pas que l'Égypte ait l'intention d'annexer la Cyrénaïque. J'ai posé la question moi-même en tête-à-tête au général Chichi. Il m'a dit qu'il n'avait aucunement l'intention de s'en prendre à la Libye, enfin, si vous voulez, d'agrandir le territoire de l'Égypte, qu'il était tout à fait attaché au respect des frontières, au respect de l'ordre international, de l'ONU, et puis au respect de ce qui a d'ailleurs été décidé au Caire en 1964, à la conférence de l'OUA, l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Mais il est évident que l'Égypte a des intérêts en Libye, elle les défendra. Elle a connu des attaques islamistes qui se sont passées en Libye, en provenance de Libye sur le territoire d'Égypte, mais sur le territoire libyen contre des citoyens égyptiens, et donc elle est tout à fait soucieuse de l'avenir de ce pays voisin. Au Moyen-Orient, si on élargit le champ, si on dépasse l'Égypte, je crois que la fracture religieuse chiite-sunnite reste une clé importante pour comprendre le Moyen-Orient, mais je pense qu'elle n'est plus la clé prépondérante. Et nous voyons d'ailleurs une grande puissance chiite, l'Iran, s'allier à une grande puissance sunnite, la Turquie, dans le seul but de renforcer leurs États, le renforcement de l'État, la victoire de l'État-nation, renforcer leurs États respectifs face à la menace de l'autonomisme ou de l'indépendantisme kurde. Je pense que la guerre que mènent les Saoudiens au Yémen n'est pas idéologique. C'est une guerre préventive pour le contrôle de la péninsule arabique, et ces buts, d'ailleurs, ne sont pas partagés par des puissances régionales sunnites, d'autres puissances comme Oman ou comme le Koweït. Alors cette guerre s'inscrit dans une série d'initiatives prises par l'Arabie saoudite, qui n'ont pas, il faut le dire clairement, qui n'ont pas toutes été des succès. On peut dire que l'ingérence dans la guerre civile de Syrie pour l'Arabie saoudite n'a pas été un succès. Les Saoudiens ont dépensé beaucoup d'argent, mais en sont sortis perdants. Il faut dire les choses comme elle est. La guerre menée par les Saoudiens contre les Houthis du Yémen, guerre vers laquelle l'Égypte a montré beaucoup de prudence d'ailleurs, n'a pas refusé de s'associer, n'est-ce pas, au bombardement
du Yémen avec ses alliés émiratis ou saoudiens, eh bien, cette guerre a provoqué une catastrophe humanitaire sans pour autant réduire les montagnards houthis à Kouya. Il y a une autre initiative qui a été peut-être un peu contre-productive, qui était l'arrestation à Riyad du Premier ministre libanais en exercice. L'Égypte a d'ailleurs joué un rôle dans le rétablissement des choses, puisque vous vous souvenez qu'Hariri est allé au Caire avant de venir à Paris. Donc on a eu une diplomatie aventureuse, fondée certes sur l'État-nation, politique aventureuse de l'Arabie saoudite, qui ne doit pas néanmoins cacher le fait que la politique intérieure menée par le prince Mohammed bin Salman renforce l'État en le modernisant et en le soustrayant au pouvoir traditionnel des oulémas. En Égypte, puisque l'Égypte est quand même un peu le centre de nos préoccupations, il y a une volonté de séparer le politique du religieux. Nous avons eu un discours important de Al-Sisi à l'université d'Al-Azhar, où Al-Sisi, qui est par ailleurs personnellement un bon musulman, a souhaité une réforme de l'islam et une modernisation. Alors il faut savoir que cette préoccupation n'est pas partagée par tous les États sunnites du Moyen-Orient. Il y a des États qui ont des approches différentes. Par exemple, la Turquie. Il se trouve qu'il y a 3 ans à peu près, le président turc, M. Erdogan, est passé à Paris. Dans une salle comme celle-ci, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, Monsieur le Président, il y a eu en chrétienté, dans le christianisme, une réforme au XVIe siècle, même la contre-réforme dans les pays catholiques est une sorte de réforme. Pensez-vous que l'islam a besoin aujourd'hui d'une réforme, d'être réformé? Et il m'a répondu de manière extrêmement tranchée, non monsieur, l'islam n'a pas besoin de la moindre réforme. Ce n'est pas ce qu'a dit le président Sisi à l'université Al-Azhar. Mais nous verrons où cette nouvelle politique le mène, mais nous avons en Arabie saoudite une volonté affichée en tout cas de Mohammed bin Salman de moderniser l'État et de soustraire cet État au pouvoir traditionnel des oulémas. C'est encore trop tôt pour juger si ces réformes porteront leurs fruits. Un peu ailleurs, un peu au nord de l'Arabie saoudite, nous avons assisté aussi au retour en force d'un État, c'est l'État irakien qu'on pensait mort, et vous avez vu que juste après sa victoire à Mossoul, donc la reprise de la deuxième ville du pays, eh bien la division d'or irakienne, fort de son succès, est allée pratiquement sur le chemin qui l'a ramené vers Bagdad, reprendre le contrôle de la ville pétrolière de Kirkouk. Car les Kurdes irakiens de Barzani s'en étaient emparés en 2014, pensant à une époque évidemment où l'État irakien était très faible parce que Falloujah puis Mossoul étaient tombés, et ils pensaient que leur fait accompli allait être avalisé par le pouvoir central irakien. Eh bien, pas du tout. Le pouvoir central irakien a repris Kirkouk et ça a donné une vraie
popularité au gouvernement de M. Abadi. Alors vous allez me dire, mais l'Irak n'est qu'une puissance vassale de l'Iran. Je ne le crois pas. Bien sûr, les relations entre Téhéran et Bagdad sont excellentes, et peut-être que l'ambassadeur le plus puissant dans l'ancien fief des Abbassides est l'ambassadeur de Perse. Mais l'Irak, il le dit encore récemment, est fier de sa culture arabe. Et justement, il insiste sur cette culture arabe pour montrer qu'en fait, il est certes très ami avec l'Iran, mais il a sa propre personnalité, qui est une personnalité arabe. Avec 55% de la population, les chiites font évidemment la loi dans le nouvel Irak issu de l'invasion américaine de 2003, mais vous avez remarqué que leur plus grand chef religieux, qui est l'ayatollah Sistani, n'est nullement soumis à l'influence de Qom ou de Mashhad en Iran, qui sont les centres, bien sûr, religieux du chiisme iranien. Ouvertement, l'ayatollah Sistani refuse le Velayat Efeki, le gouvernement des clercs, c'est-à-dire le gouvernement des savants en religion. Il refuse ce principe qui est en vigueur actuellement en Iran depuis l'ayatollah Khomeini. Donc, Sistani et Abadi sont des amis de l'Iran, ce ne sont pas des vassaux, ce sont à la fois des chiites et des nationalistes irakiens. Même, on peut dire, le petit Liban a survécu à la crise provoquée par l'arrestation surprise de son Premier ministre à Riyad. On a remarqué au Liban un regain de fierté nationale. On va voir ce que va donner la recomposition du paysage politique avec les élections qui sont, je crois, le 6 mai prochain au Liban. Mais nous avons assisté en tout cas à une sorte d'union sacrée entre les sunnites, les chiites, les druzes et les chrétiens à la faveur de cette crise politique qui avait été la séquestration du Premier ministre libanais. Et ce retour un peu partout au Moyen-Orient des États s'accompagne d'un retour de la géopolitique classique et donc de la constitution d'alliances comme dans l'Europe du XIXe siècle. Face à ce qu'on appelle assez vite, mais qui existe, l'axe chiite, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, se dresse un axe sunnite, aidé par les Américains, Arabie saoudite, Égypte, Émirats, Jordanie, mais il y a des différences entre l'Arabie saoudite et l'Égypte, axe qui est lui-même concurrencé par le mini-axe Turquie-Qatar. Et parce que ça l'arrange, Israël a rejoint pleinement cet axe sunnite. On sait que les Israéliens assistent tous les mois aux réunions de coordination qu'organise la CIA à Amman, réunion à laquelle, bien sûr, participent les Saoudiens. Alors, la clé simplificatrice de la concurrence des idéologies, c'est-à-dire, d'un côté, on pourrait dire libéralisme ou bassisme contre islamisme, ou la clé simplificatrice de la rivalité des religions, c'est-à-dire sunnisme contre chiisme, islam contre judaïsme, eh bien ces clés, qui restent importantes, ne suffisent plus pour rendre compte du chaudron moyen-oriental. La logique propre aux États-nations, et d'ailleurs que ces États-nations soient réels, comme l'Égypte, ou fantasmés, peu importe.
la logique propre aux États-nations revient au galop au Moyen-Orient. J'ai vu que mon ami, j'ai vu arriver mon ami Hubert Védrine, donc je ne vais pas continuer plus avant, et je vais lui céder la parole. Je vous remercie. Parce que vous en avez encore le temps. Ah bon, alors je voulais pas sembler grossier à l'égard de mon ami Hubert Védrine. Alors, mais ça a été souligné par le ministre de Charette, face à ce retour des États-nations au Moyen-Orient, il y a aussi malheureusement un danger d'escalade militaire. Ce danger a été souligné notamment avec l'arrivée de John Bolton comme conseiller pour la sécurité nationale à la Maison-Blanche. Il suffit de lire ce que John Bolton a écrit dans différentes revues, Foreign Affairs, Foreign Policy, etc., pour savoir quelle est sa vision des choses. Sa vision de la diplomatie, c'est plutôt les 3 S, strike, strike, strike. Et donc il est ouvertement opposé à l'accord nucléaire du 14 juillet 2015, qui, je pense, moi personnellement, est un grand accord, et je pense qu'on peut féliciter le secrétaire d'État Kerry d'avoir réussi à faire cet accord. Je trouve ça tout à fait dommage qu'il soit ainsi remis en cause aujourd'hui par les États-Unis. On ne sait pas ce que ça va donner. Le ministre Le Drian est allé le 5 mars à Téhéran, mais on lui a répondu, écoutez, persuadez vos amis américains de tenir parole. Si cet accord est détruit par une initiative américaine, on peut penser que les Iraniens continueront leur programme nucléaire, le pouls où ils vont acquérir la bombe, et vous aurez la même prétention ensuite en Turquie, donc vous aurez une prolifération complète au Moyen-Orient, même une course aux armements, et on peut dire que l'Arabie saoudite aura d'autant plus facilement cette bombe atomique qu'elle a déjà payée, puisque c'est elle qui a payé pour le programme nucléaire pakistanais, comme chacun sait. Et là, on ne sait pas où on va. Et si contre l'avis de tous ces anciens chefs du renseignement, que ce soit les chefs du renseignement intérieur ou du renseignement extérieur, si contre l'avis de ces professionnels de la sécurité, le Premier ministre Benjamin Netanyahou décidait d'une aventure militaire contre l'Iran, on ne peut pas, il est très difficile de décrire et d'imaginer le chaos qui en suivrait au Moyen-Orient, mais M. de Charette a évoqué ce danger, et ce n'est pas impossible, parce que d'un côté, on pourrait avoir une configuration où, à la Maison-Blanche, on soutient cette frappe israélienne contre l'Iran, avec John Bolton, et surtout, on pourrait comprendre, on pourrait
craindre que le Premier ministre Netanyahou, qui a aujourd'hui la police de son pays sur son seuil, sur le seuil de sa maison, décide d'une aventure extérieure pour faire oublier les tourments intérieurs. Ce n'est pas la première fois dans la géopolitique qu'on voit une telle chose se produire. Alors stratégiquement, c'est vrai que les Israéliens ne se font pas l'idée de voir la République islamique d'Iran s'implanter militairement dans la durée sur le territoire syrien. Ça a donné l'incident militaire du 10 février 2018, où vous vous souvenez qu'il y a eu un drone iranien qui a pénétré dans l'espace aérien israélien. Cher ami, oui. Il faut conclure. J'aurais pas dû t'autoriser. Ah bon, d'accord, il faut que je conclue. Voilà, voilà. Donc vous vous souvenez de cette... J'aurais pas dû. Et vous vous souvenez du fait que le 10 février 2018, nous avons eu les avions israéliens, un avion israélien qui a été abattu au-dessus par un missile tiré par sans doute les Iraniens. Alors ce que je voudrais dire là, puisque c'est sur l'Égypte, c'est que je pense que l'Égypte pourrait essayer, contrairement à sa politique, changer de politique extérieure et essayer de jouer un rôle d'honest broker dans cette crise. L'Égypte est aujourd'hui très hostile à l'Iran, c'est pour des raisons en fait historiques, parce que le nouvel Iran, la République islamique d'Iran, a été créé par l'ayatollah Khomeini. L'ayatollah Khomeini a été le traducteur et l'introducteur du livre du frère musulman Saïd Qutb, Signe de piste, en Iran et même plus largement dans le monde musulman. Donc il y a effectivement cette hostilité très forte entre l'Égypte et l'Iran. Mais je ne crois pas que ce soit de l'intérêt de l'Égypte qu'il y ait cette déflagration régionale. Je ne crois pas que c'est de l'intérêt d'ailleurs d'aucun pays musulman que la guerre froide dans le Golfe Persique se transforme en guerre chaude. Et donc, après avoir salué les efforts pour la paix de l'Égypte en Libye, je lui dis à cette Égypte, regardez aussi vers l'Est, ne vous contentez pas de regarder vers l'Ouest, et essayez de jouer un rôle favorable et un rôle de modération de votre allié américain et de votre allié saoudien. Merci. Merci, cher ami.